avec des approches par mode ou par typologie de territoire ou par voilà. On a beaucoup de nous travaillé à la région sur le vélo. Maintenant, on commence à travailler sur la marche, hein, vous avez compris avec Lise qui s'est exprimée sur le sujet. Et on dit oui, le vélo, c'est bien, parce que le vélo, d'un point de vue de la décarbonation, ça a un effet énorme. Et puis, pour convaincre les élus, on dit il y a des externalités positives du vélo, c'est la santé, c'est la pollution de l'air, c'est aussi une certaine forme de banane quand enfin, les gens qui vont au boulot en vélo, au boulot, ils sont souvent quand même assez agréables, j'ai remarqué. Il y a des choses comme ça qu'on essaye de justifier, mais on n'arrive pas à cumuler ces choses sur l'aménagement d'un territoire. Et ce qui est évident aujourd'hui, qu'on essaye de mener avec une bande d'élus de la région, c'est de aller voir des villes qui ont vraiment pacifié la circulation. Donc, bon, on en connaît, hein, enfin, Paris, Strasbourg, Grenoble, Rennes, il y en a plein d'autres. Mais on essaye de les déraciner. On les amène à Gand là, en début juillet. Enfin, j'espère qu'il y en aura beaucoup. On est en train de les recruter. Et l'idée, c'est ça, c'est additionner et voir cumuler, parce que c'est des cumuls qui n'est pas forcément que des additions, mais qui peuvent être des multiplications, des effets. C'est-à-dire qu'il y a des effets, évidemment, des externalités positives sur la santé, ce que je viens de dire, mais aussi sur une forme d'aménité, sur une forme de joie des gens qui vivent la ville, parce que là où ils habitent, c'est plus calme, etc., etc. Donc en fait, il y a une forme de mouvement qu'on fait sans le savoir, mais qu'on a besoin de justifier plus facilement, parce que les élus, souvent, bon, voilà, les élus, il faut les convaincre sur ces sujets-là. C'est une prise de risque qui est forte. Et il faut leur prendre la main et leur dire, voilà comment ça s'est passé là-bas. Ils ont réussi à le faire. Maintenant, vous y allez, évidemment, vous trouvez ça bien, et les convaincre. Et je pense qu'on n'est pas loin. C'est-à-dire que, notamment quand État-région, on dit dans le CPER, on n'a plus de volet routier. On ne l'appelle pas, c'est pas le volet routier. Construire de l'infra pour faire de la capacité routière, c'est pas son titre, non. C'est adapter les infrastructures routières à, etc. Donc, c'est partager l'espace pour mettre du TC, parce qu'il faudra toujours du transport collectif pour rentrer les gens dans des villes pacifiées. On enlève les voitures des centres-villes. On gagne de l'espace aussi en enlevant les bagnoles pour les vélos, pour les marcheurs et pour du lien social. Donc, il y a tout ça qui est avec. Et il faut qu'on transforme en fait ce genre de situation. Donc, aller jusqu'au bout des logiques et les expliquer. Il y a besoin de pédagogie. On n'est pas obligé de subir des habitudes des élus sur une vision qui est surannée de l'aménagement du territoire. Donc, c'est ça que je voulais dire. Et probablement, on a du travail pour le débat public de zone qui va arriver autour de la ZIP de Fos, parce qu'il y a là une bifurcation possible et qui est énorme, qui est énorme. Enfin, de mon point de vue, elle est énorme. Voilà. C'est bon, c'est Une pour moi. question dans la salle. Oui, moi, je suis au service aménagement durable à l'ADREA, donc je travaille plutôt sur les sujets de sobriété foncière, mais en fait, c'est vraiment très frappant les liens, puisque en fait, cette explosion de la mobilité depuis les années 50, on va dire, avec le véhicule individuel, bah, ça a entraîné un nouveau modèle de développement avec de l'étalement urbain. Aujourd'hui, on essaye de limiter cet étalement urbain et alors de ne pas en créer de nouveaux, mais il y a aussi le sujet finalement des gens qui vivent dans ces espaces-là, qui se retrouvent dans un espace qui a été pensé avec ces vitesses-là et qui en fait répondent qu'ils ne peuvent pas vivre avec des vitesses inférieures. En fait, ces espaces-là ne sont absolument pas pensés pour, déjà en termes de voirie, ni en termes d'accessibilité aux services. Et pour nous, c'est un vrai enjeu dans les politiques de sobriété foncière de trouver une réponse parce qu'aujourd'hui, il y a une part très, très significative de la population dans les métropoles qui habite dans des espaces comme ça. Je n'ai pas forcément de réponse, parce que ces réponses-là, je pense qu'elles sont hyper compliquées. Mais je cite juste un ouvrage de Jean-Marc Hoffner,
et qui fait écho aussi un peu à des termes qui ont été mentionnés avant, qui parle d'anachronisme urbain. Et donc, bon, le périurbain, quand je ne sais pas trop quoi faire, et il le dit de façon plus polie et intelligente que je veux dire, mais il faut les laisser mourir. Voilà. Et après, bon. Même dans la salle. On va parler de la question de régulation. En tout cas, je pense que j'en vois le site, la question de comment on accompagne la transformation de ces territoires-là. Et moi, je voulais juste peut-être réinsister. Alors, c'est votre objet de recherche, mais effectivement, il est très urbain. Didier, quand il l'a mentionné, on sent qu'on se projette, en tout cas intellectuellement, plutôt dans des espaces très urbains. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure à la fois sur le fait que le télétravail ne s'applique pas à tout le monde et ensuite sur le fait que le périurbain et ses franges, ces objets qu'on va essayer d'aller chercher avec les notions de services express régionaux métropolitains, mais dans lesquels les réseaux vélos ont toute leur place, en fait, c'est ces espaces-là qui sont aussi aujourd'hui les plus complexes à attraper pour la puissance. C'est pas tant les cœurs très denses de ville. D'ailleurs, la preuve, les grandes villes le font. Alors, c'est compliqué, il faut politiquement le porter, etc. Mais finalement, voilà, on voit que ça marche. Donc, effectivement, quand on prend de la place à la bagnole et qu'on met des pistes cyclables, de fait, les vélos viennent dessus. Et ça, c'est vraiment la question de la politique de l'offre et de l'infrasécurisé. Le sujet, c'est plutôt quand on commence à sortir de ces cœurs très denses et qu'on commence à être sur, y compris, est-ce que j'arrive à faire du vélo sans me faire renverser par toutes les bagnoles qui passent, etc. Et c'est ces objets-là, ces endroits-là, les zones commerciales qui n'ont été pensées que pour la bagnole, parce que dans les années 60, comment on peut aller réinvestir ça, retransformer. Alors, sujet par exemple aussi sur la transformation de zones d'activité commerciale en lieu de mixité potentielle. Est-ce qu'il faut remettre des logements à cet endroit-là? Est-ce qu'il faut faire des morceaux de ville, entre guillemets, sur des espaces qui sont aujourd'hui, je prends un plan de campagne, par exemple, pour ceux qui visualisent, voilà, comment ces objets-là se transforment et comment il faut aussi essayer de penser leur transformation faire quelque chose d'autre que des grands blocs monofonctionnels qu'on avait jusqu'à présent. Et c'est vraiment, et je pense que là, pour le coup, on a quand même un rôle, je ne peux pas le dire avec intérêt pour connaître aussi un peu Jean-Marc Defner et ses productions, ce qu'il a écrit sur le sujet, mais le côté juste les laisser se dépérir, entre guillemets, peut-être pas l'option. Ça me fait penser quand même à des travaux dont je n'ai pas parlé avec l'ANCT, notamment ce qui est action cœur de ville, ce genre de choses, où on peut effectivement assez aisément se dire que les territoires périurbains, s'il y a une forme de mort de ces logiques-là, de la vitesse et de l'automobile, que ça produit une naissance ou une renaissance de centre-bourg ou de choses comme ça. Moi, j'aurais voulu entendre M. Bio parce qu'il est à la région. Et donc, sur le problème, là, il est responsable des lycées. Est-ce que. Non, pas encore responsable des lycées. J'ai postulé plusieurs fois, mais ça n'a pas marché. Non, mais la région. L'institution régionale. L'institution régionale. L'institution régionale. J'ai bien compris. Non, mais est-ce que l'institution régionale, au niveau de la région, a pensé à dire moi, je vais mettre un lycée, justement, à Cabriès, et pas que les gens soient obligés d'aller à Marseille ou à Luynes pour aller au lycée? Est-ce que dans le Var, pareil, à Olioul, près du collège, je vais mettre un lycée, qu'on ne soit pas obligé d'aller à Toulon? Est-ce qu'il y a cette réflexion? Parce que là, on dit, on va essayer de savoir comment on va organiser les transports en commun des enfants, des jeunes adolescents. Mais est-ce qu'il y a cette réflexion dans l'institution régionale qui est responsable des lycées de dire je vais enlever les lycées des centres-villes et les construire à côté des collèges? Ouais, alors je vais peut-être te décevoir dans une première partie de la réponse, c'est que je suis assez peu au fait des implantations. Il y a des calculs de densité et d'évolution des courbes des lycéens attendus avec un aspect un peu prospectif, et puis il y a des sujets fonciers et acceptation locale. Mais ce que je peux te dire en parallèle, et peut-être pour masquer un peu ce défaut de réponse, c'est que aujourd'hui, on a réuni il n'y a pas longtemps tous les proviseurs des lycées, il y en a 85 en région de public, et il y en a un peu moins de la moitié ou un peu plus de la moitié en privé. On les a réunis en 2 fois et on leur a proposé une politique d'accueil du vélo et de développement de la pratique du vélo avec la communauté éducative. Et l'idée, c'est essayer de sécuriser les vélos des lycéens et de la communauté éducative dans les lycées et de promouvoir donc autour des accès sécurisés pour développer la pratique du vélo pour les lycéens. C'est tout ce que je peux te dire là en ce qui concerne le reste. Je ne sais pas, les implantations de nouveaux lycées, ils sont construits quand même de moins en moins, hein. Le rythme a nettement diminué depuis 4-5 ans.
Voilà, et on gère on gère l'actuel. Je crois que Pierre Chagnot a levé la main depuis un moment. D'être actif, il faut de fermer les lycées en centre-ville pour les mettre à côté des collèges. Je suis vraiment désolé. Je suis obligé de Il y a des passer, coûts terribles. Ça se fait pas comme ça. Fermer un lycée, en ouvrir un autre. Il y a une main levée déjà en visio. Pierre? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Bonjour à tous. Donc, merci beaucoup pour l'intervention, pour tous ces éléments. Juste, je souhaitais rebondir sur quelques points rapidement. Donc, Pierre Chagnot, je travaille au CEREMA. Donc, d'abord, sur les aspects factuels et sur les différents liens que la vitesse entretient avec les effets rebonds, le foncier et les infrastructures de transport. Je souhaitais peut-être un tout petit peu nuancer, puisque, c'est des propos assez génériques que vous avez pu tenir et qui sont vrais, évidemment, au sens moyen, au sens statistique du terme. Mais dans les projets d'infrastructure, on constate souvent des effets localisés. Il faut vraiment regarder projet par projet les effets bénéfiques ou négatifs de la vitesse. Je prends un exemple autour de la rade de Brest, dans le Finistère. Donc, dans les années 90, il y a eu le doublement du pont, donc aujourd'hui qui s'appelle le pont de l'Iroise. Et en fait, ça a résolu quand même pas mal de problèmes en termes de fluidification de trafic. Et comme il n'y a pas une densité urbaine incroyable, il n'y a pas eu d'effet rebond a priori constaté très important, et il y a une fluidification assez générale du trafic, donc avec un gain de temps pour les usagers. Alors, il y a sans doute eu des effets rebonds locaux, un peu plus de télétravail et tout ça, mais sans doute qu'on a eu moins d'effets quand même que dans des effets de métropolisation. Donc, je nuancerai un petit peu quand même le propos sur l'effet rebond. La deuxième chose aussi, c'est de rappeler qu'il il y a tous les effets négatifs que vous avez largement rappelés de la vitesse. Il y a aussi des effets positifs. Je pense par exemple à l'aspect économique et aux emplois. Donc, on sait que je crois que c'est un quart des jeunes qui a dû refuser une offre pour des aussi avoir en tête qu'il y a une balance évidemment à trouver au milieu de tous ces équilibres-là. Et bien sûr qu'il y a tous ces effets négatifs sur lesquels il faut lutter, mais il faut aussi avoir en tête les enjeux de temps de parcours des personnes, des individus pour aller notamment au travail. Et enfin, le troisième aspect que je voulais souligner, c'est l'acceptabilité assez difficile de ces mesures-là. Je crois que quand il y a eu la Convention citoyenne pour le climat, donc avec 150 citoyens tirés au sort, sur l'ensemble des mesures qu'ils ont proposées et en ayant été formés à ces enjeux-là, la proposition d'abaisser la vitesse à 110 km/h sur les autoroutes a eu une très très courte majorité. Et on le constate au niveau local avec une opposition de certains élus assez forte sur ces thématiques-là. Donc je crois qu'il faut avoir en tête ces éléments aussi pour nuancer un petit peu, je pense, le discours sur la limitation de vitesse. Merci beaucoup pour votre présentation, c'était extrêmement clair. J'avais envie de rebondir sur quelques éléments. En fait, la présentation est un très bon argumentaire pour le concept de la ville 15 minutes, avec l'ensemble des services à 15 minutes à pied ou en voiture. Exact. Avant, on l'appelait la ville pantoufle, mais j'aime mieux la ville 15 minutes en termes de qualité de vie. Il y a un élément, c'était peut-être pas l'objectif de la présentation, mais c'était le sujet de la dépendance à la voiture. C'est vraiment, je trouve, au cœur de la discussion aujourd'hui, notamment sur le sujet, on va plus vite, on va plus loin, mais après on se déplace beaucoup plus loin et longtemps pour avoir accès à des activités. Et en fait, le problème de la périurbanisation. Et il y avait un autre point intéressant que je voulais intervenir sur ça, c'était sur le concept de reliance de Georges Amar, si je ne me trompe pas, et qui vient dire en fait que le concept de reliance, c'est d'avoir une expérience lors d'un temps de trajet, ce qui n'est pas possible avec la voiture, puisqu'on est en train de conduire, ce qui est possible avec le train, avec d'autres modes de transport, et en fait qui vient amener justement ce sujet de on ne perd pas son temps, on va faire autre chose pendant le déplacement. Et en fait, je trouve que votre présentation est super intéressante sur justement pour reparler de la place de la voiture en ville, de réduire la place de la voiture en ville. Et ça permet aussi d'attaquer beaucoup de fausses croyances. Parce que le monde de la mobilité, de l'accessibilité est plein de fausses croyances. Et notamment, on en parlait, quelqu'un a intervenu pour justement dire qu'on pouvait
et qu'il était nécessaire de donner les vraies informations en temps de trajet porte à porte. Aujourd'hui, on le voit sur Google Maps, temps de transport en commun, on est assez précis, en vélo, on est très précis. Le stationnement, il y a beaucoup de mauvaises informations sur la disponibilité du stationnement. Et aussi, le stationnement, c'est un grand sujet quand on parle d'adapter les cœurs de ville. Tout de suite, on a des levées de boucliers avec les commerçants. Encore une fois, il y a beaucoup de fausses croyances parce que le premier critère de choix n'est pas la présence de stationnement, mais la proximité avec le commerce. Et il est prouvé que les personnes qui accèdent en vélo à pied consomment plus que les personnes en voiture. Du coup, je trouve super intéressant que tout ce sujet-là, votre présentation est le point d'entrée pour toutes ces thématiques-là, en fait, et qui vient en fait juste précisément tout englober pour traiter le sujet des modes de vie, de la qualité de vie en ville. Je peux rajouter un élément aussi, le foncier sur les parkings relais, la difficulté dans la région aussi de mobiliser du foncier pour cet effet-là et arriver à laisser les voitures à l'extérieur justement des centres-villes. Donc là, je trouve que c'est assez lent en fait et malgré des planifications, la réalisation ne se fait pas. Ouais. Donc, finalement, c'est de vraiment utiliser le bon mode de transport au bon endroit. Ouais. Et ça pose l'échelle aussi et des compétences transport dans la planification depuis l'échelle locale des communes jusqu'aux C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que ça rejoint l'imaginaire de la voiture également. Vous pouvez présenter. Ah oui, pardon. Damien Gulot de la métropole, chargé d'études de transport guidé. Et je trouve que c'est hyper intéressant tout ce qu'on vient de dire, parce que ça rejoint l'imaginaire de la voiture, c'est-à-dire ce sentiment de liberté que la voiture peut apporter, peut donner. Une fois que les usagers commencent à rentrer dans ce système de voiture, il va y avoir tout pensé avec la voiture, et notamment dans des zones périurbaines. Si les personnes passent dans des zones périurbaines, elles vont avoir tendance à utiliser avoir des commodités, des commerces, etc., qui sont uniquement accessibles en voiture. Et ils ne vont pas s'imaginer qu'il y a peut-être un commerce qui est juste en bas de chez eux ou à 10 minutes à pied, qui ne va pas être utilisé en fait, parce qu'il doit être utilisé avec le mode la marche à pied ou le vélo. Et donc, il doit y avoir tout un travail justement pour repenser ces zones périurbaines, pour dire à ces habitants-là, en fait, il y a d'autres alternatives. Vous pouvez aller à pied à un commerce qui est plus proche de chez vous. Vous pouvez faire telle activité qui est plus proche, au lieu d'aller à 10, 20 km avec votre voiture. Donc, je trouve que ça rejoint tout ce travail-là. Je pense qu'on fait tous un peu communément dans nos différents métiers. Je vous remercie tous. Je vais passer le mot de la fin au président de l'ORT, donc Antoine. Eh bien, merci beaucoup. Merci d'abord Emmanuel Munch pour cette intervention de qualité, et puis vous tous pour ces riches échanges sur un sujet que nous avons trouvé avec les membres de l'ORT finalement peu abordé, et je vois à la qualité des présentations et des échanges que c'est un sujet majeur, ce rapport au temps qui est un angle d'analyse passionnant et qui questionne également les transformations profondes de notre société. Alors vous le savez, à l'Observatoire, nous regardons le secteur des transports de marchandises et de voyageurs, mais sur tous les modes, routiers, ferroviaires, maritimes, fluviales et aériens. Et il est clair que l'ensemble de ces mobilités conditionnent aujourd'hui nos rythmes de vie. Je voudrais réinsister, ça a été largement fait, mais sur le fait que nos choix de mode de mobilité sont souvent trop axés sur le temps de trajet et n'intègrent pas suffisamment les effets induits de cette mobilité, qu'il s'agisse de santé, on a parlé tout à l'heure de mobilité plus active, ou alors le temps gagné, ça vient d'être évoqué à l'instant, puisque lorsqu'on utilise par exemple un transport en commun, plutôt que de dédier son temps à la conduite de la voiture, eh bien on peut profiter de son temps de trajet de manière un petit peu différente. Je rejoins la remarque de Didier Bio sur les gens qui ont la banane lorsqu'ils viennent au boulot en vélo. Alors moi j'ai une question, c'est est-ce que c'est parce que les gens qui ont la banane prennent le vélo, ou est-ce que c'est parce que le vélo donne la banane? Je n'ai pas la réponse à ça, mais en tout cas c'est vrai qu'on constate vraiment cet effet-là. Merci donc pour ces éclairages et puis la qualité de la présentation très documentée qui nous permet de réfléchir un peu différemment à ce sujet. Il appartient évidemment aux différents acteurs de la mobilité d'intégrer ces enjeux pour
pour aider tout un chacun à prendre les bonnes décisions dans leur choix de mobilité, tant pour leur rapport au temps que pour des décisions plus durables. Et c'est ce qu'on essaye de faire à travers ces ateliers ou l'ensemble de ce qu'on fait à l'ORT, d'acculturer et puis de faire passer ces idées et ces messages pour aider à ces réflexions. Alors, au programme des prochaines semaines, l'ORT vous propose de revenir sur la dernière COP régionale. Vous verrez ça dans le prochain journal des transports. Il y aura un autre numéro qui sera consacré au Car Express, qui est un sujet évidemment d'actualité, et nous traiterons du domaine de pertinence des cars express et de leur nécessaire complémentarité avec les autres modes, notamment le ferroviaire et le covoiturage. Et puis l'ORT, vous le savez, se fait un point d'honneur à donner une place à tous les modes, de la marche à l'avion et à tous les usages, voyageurs et marchandises. Je ne le dis jamais assez, n'hésitez pas à contribuer et à nous proposer votre vision des choses ou les articles que vous souhaitez qu'on mette dans le journal. Nous vous tiendrons bien sûr au courant de la publication de ces numéros et nous avons aussi l'objectif de partager les visions stratégiques et les retours d'expérience des acteurs des transports voyageurs et marchandises sur la question des choix d'aujourd'hui pour les carburants de demain, notamment évidemment avec ce mix énergétique entre l'électrique, le gaz, l'hydrogène, les biocarburants. Et donc nous reviendrons bientôt sur ce sujet et vous tiendrons au courant évidemment de nos réflexions et de nos publications. Je veux vous souhaiter à toutes et à tous une excellente journée, remercier Johan pour la préparation de cette matinée et puis la logistique qui s'est bien passée à part quelques problèmes de son, mais on avait été prévenus au début, donc on n'a pas été surpris. Merci à toutes et à tous pour votre présence ce matin et au plaisir de nous retrouver bientôt pour de nouveaux sujets autour de la mobilité en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.